Essentiellement femmes sur B1 Télévision, des reportages à ce sujet à suivre. D'abord le sommaire. Le verdict du match remis de la 8e journée des playoffs de la Lina Foot opposant Sangabalende à la SV Club a été rendu. Les 100 et hors de Moujmaï ont écopé d'un forfait et d'une amende de 5 600 $ américains. Par conséquent donc, la SV Club bénéficie de 3 points et termine ainsi leader de la manche allée des playoffs. Le monde célèbre aujourd'hui la journée internationale des familles, alors une occasion de mieux faire connaître les questions relatives à la famille ainsi que les processus sociaux, économiques et démocratiques qui touchent les familles. Dans de nombreux pays, cette journée offre l'occasion de mettre en lumière différents points d'intérêt et d'importance pour les familles. Et enfin, rien sans les femmes, c'est une campagne de plaidoyer pour la révision de l'article 15 en son alinéa 4 de l'actuelle loi électorale. Cet alinéa est inconstitutionnel en rapport avec la parité et les femmes venant des différentes structures réunies ont déposé une pétition à l'Assemblée nationale après avoir récolté plus de 200 000 signatures. Nouvelle édition d'actualité. Bienvenue à tous. Les hommes en charge, égalité des sexes et droits des enfants au sein des familles contemporaines. Voilà le thème retenu ce vendredi à l'occasion de la Journée internationale des familles. Je vous le disais tantôt, elle mettra également en lumière la prévention de la violence familiale à travers le cadre juridique du droit de la famille ainsi qu'un ensemble de programmes d'intervention à ce sujet. Les détails dans ce récit que signe ici Guilain Kabaloundi. Proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution du 20 septembre 1993, cette journée est une manifestation qui reflète l'importance que la communauté internationale attache à la famille, cellule de base des sociétés, ainsi que l'intérêt qu'elle porte à la situation des familles dans le monde, et inciter les gouvernements à faire porter leurs efforts sur les politiques familiales. La Journée internationale des familles est une occasion de mieux faire comprendre les problèmes que connaissent les familles et stimuler les initiatives appropriées. Elle pourrait devenir un facteur de mobilisation puissant dans tous les pays qui cherchent à apporter une réponse aux problèmes qui se posent aux familles de chaque société. La Journée internationale des familles offre également l'occasion de mettre en relief la solidarité qui unit les familles dans leur recherche d'une meilleure qualité de vie. Je vous le disais tantôt, les femmes s'invitent dans cette édition d'actualité puisque vendredi est essentiellement femmes sur B1 Télévision. Alors rien ne les arrête, rien alors. Venant des différentes structures, les femmes regroupées au sein de la campagne dénommée Rien sans les femmes continuent ainsi à mener leur plaidoyer auprès des différentes instances pour que soit respectée mais également effective la parité homme-femme. Déterminées, ces femmes tiennent donc à la représentativité au sein des instances de prise des décisions. Elles l'ont fait savoir à travers leur pétition déposée à l'Assemblée nationale. Images et commentaires. Les femmes constituent la majeure partie de l'électorat congolais. Conscientes de leur position comme électrices, candidates et aussi gestionnaires, elles mènent un plaidoyer en vue de leur représentativité à tous les niveaux. Unies, ces femmes viennent de lancer la campagne Rien sans les femmes. Une démarche citoyenne menée pour la révision de l'article 13, alinéa 4 de l'actuelle loi électorale, les dispositions de l'article 14 qui réservent le droit à une représentativité équitable au sein des institutions. La démarche de la campagne Rien sans les femmes n'est pas seulement au bénéfice des femmes, c'est au bénéfice des femmes, des hommes, des enfants et de toute la communauté. Parce que si la femme gagne, c'est la société qui gagne. Mais si nous voulons gérer un pays sans les femmes, où est-ce que nous irons avec ces pays? Et pour rappel, plusieurs engagements pris au niveau international et même sous-régional souffrent dans leur application, notamment les protocoles de Maputo qui parlent de la participation politique de la femme. La pétition déposée au niveau de l'Assemblée nationale pour la révision de cet article a récolté plus de 2000 signatures.
Et puis les femmes de la majorité présidentielle du Nord Kivu s'inscrivent en faux contre les propos du communicateur de cette plateforme, Franklin Chamala, tenu au cours de l'émission Dialogue entre Congolais diffusée sur les ondes de nos confrères de radio Okapi. Ce dernier a imputé la situation actuelle des tueries à Beni dans le Nord Kivu, fils et filles de cette province. Mais ces femmes l'ont donc fait savoir dans une déclaration lue à la presse jeudi soir à Goma dans le Nord Kivu, tout en affirmant avoir confiance en un retour imminent de la paix sur toute l'étendue de leur province. Il est vrai que dans l'émission Dialogue entre Congolais du lendemain de la publication du dit communiqué intitulé RDC, la réunion de la Troïka de chaque lundi devrait céder la place à la Troïka sécuritaire, certains intervenants ont déraillé dans leur argumentaire, allant jusqu'à, pour quelques-uns, imputer cette guerre, ces massacres aux enfants du Nord Kivu à cause de leur sens élevé de l'amour du travail. Quant à M. Franklin Chamala, qui a reconnu que la province du Nord Kivu est sa seconde province, nous, femmes du Nord Kivu, regrettons d'avoir contribué à l'éducation de ces derniers que nous croyons ratés. Nous sommes en fait scandalisés par le langage qu'il a utilisé du début jusqu'à la fin de ce dialogue. Comment un Congolais peut cracher sur la mémoire de plus de 400 morts en considérant que ce sont des enfants du Nord Kivu qui organisent ces massacres et qui s'enrichissent dans l'immobilier avec les sons de leurs frères? Nous, femmes de la majorité du Nord Kivu, disons merci à M. Franklin Chamala et comprenons que l'ennemi du Nord Kivu, c'est celui-là même que la province a nourri de ses seins. Au lieu d'un message de compassion, M. Chamala nous a trahis et a mordu sur les mamelles qui l'ont allaité. Nous, femmes politiques de la majorité présidentielle, réitérons notre confiance au chef de l'État, commandant suprême des FARDC. Nous reformulons notre indéfectible attachement à l'action du gouvernement sous la houlette du Premier ministre, chef de gouvernement. Nous voulons aussi souligner ici qu'à chaque fois que l'honorable Julien Paluku Kaongia intervient au sujet de la situation sécuritaire de la province du Nord Kivu, il est fait d'abord comme élu de cette province, 3 fois élu. Et s'agissant justement de cette situation qui prévoit actuellement à Beni dans le Nord Kivu, il faudra dire que la situation demeure encore alarmante. Au lendemain de la visite du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, une vingtaine de personnes ont une fois de plus été massacrées par les éléments rebelles des ADF Nalu, des carnages perpétrés au groupement de Batangi Mbaou en territoire de Beni, une situation qui maintient ainsi la population dans l'arrêt de ses différentes activités. Ce sont les villages Katemaboko, Mapiki et Moutoubé en groupement Batangimbaou, à l'ouest de Mangboko, 18 km au nord de Beni, qui ont été sous les chocs de présumés rebelles ougandais ADF. Jimeviko Amos, un de rescapés, renseigne avoir rencontré les assaillants, s'est dirigé vers les lieux du massacre quand il revenait de son champ. C'était hier à 17h quand j'ai revenu de mon champ et j'ai rencontré ces bandits dans les chemins allant à Sab. Ils ont tout de suite écouté les détonations des FARDC vers Moutoudé. C'est alors qu'ils ont pris le chemin des Sabou. Et c'est pendant qu'ils étaient en train de partir vers là qu'ils ont rencontré des personnes et les tués par des haches et machettes. Ils avaient des machettes, ils étaient aussi bien armés, ils étaient habillés en treillis militaires des Ougandais. Ils avaient aussi des machettes, ils étaient aussi bien armés, les autres portaient des cinglés blancs, ils partaient en colonne et ils étaient très nombreux. Kambale Kamabou, président de la société civile du groupement Batangimbaou, parle de 23 morts comme bilan provisoire. Et aujourd'hui, à Mangoko ici, à l'heure où je vous parle, on est en train de compter 23 morts. 15 à Katemadoko, 4 à Mapiki et 4 à Moutoubé. C'est à l'ouest de Mangoko. Il évoque des difficultés liées à l'effectif des éléments de l'ordre dans cette partie du territoire de Beni. Nous avons constaté que les FARDC sont moins nombreux ici dans notre rayon de Mavivi jusqu'à Mbaou, parce que à Makumbo là-bas, il n'y a pas de FARDC. S'il y avait une base militaire là-bas, nous pensons que le pire ne serait pas arrivé. Même à Mangboko, il y a un petit nombre de militaires. La nouvelle est tombée pendant que les forces vives de Bénéville et territoire envisageaient une assemblée d'évaluation, mais elle a été gâchée
après la nouvelle. Pour l'instant, en ville et territoire de Beni, les activités demeurent paralysées. Beni, Erika Smouissi, Biwan. Alors, ces situations ne découragent pas du tout le gouvernement congolais, déterminé à se débarrasser définitivement de ces forces négatives opérant encore dans cette partie du pays. Et le porte-parole du gouvernement ne parle pas, lui, d'une situation confuse, mais plutôt d'une panique au sein de ce groupe terroriste. Après, je vous le rappelle, l'arrestation de Djamil Moukoulou numéro 1 et la mort de leur numéro 3, et Lambert Mende Omalanga, est ici au micro de Christian Ilongo. Je ne pense pas que la situation soit confuse. Nous sommes face à une action terroriste qui panique parce que, leur chef suprême, Djamil Moukoulou, a été appréhendé effectivement, maintenant c'est confirmé. L'armée qui pénètre de plus en plus profondément dans la jungle où il se trouve. Donc il y a une réaction de panique de la part des extrémistes de ce mouvement qui veulent d'une part se venger, d'autre part terroriser et nos populations, et notre armée, et le gouvernement. C'est tout à fait classique de la part d'un mouvement qui tend vers sa fin. Mais nous sommes face à une offensive terroriste. Est-ce que vous croyez sincèrement que les terroristes suivent notre calendrier à nous, ou bien essayent de décourager? Tant que nous exprimerons notre solidarité envers les pauvres victimes de ces gens, eux tenteront de leur démontrer que c'est inutile de leur résister. C'est comme ça que les terroristes fonctionnent. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une offensive terroriste dans le monde. Ne faisons pas semblant de découvrir le terrorisme aujourd'hui, cher ami. Et dans un tout autre registre, le nom du nouveau secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et de la Démocratie sera connu ce vendredi à l'issue donc de la clôture du congrès extraordinaire du Parti du Peuple. Je vous le disais donc, objectif, donner des nouvelles orientations sur les prochaines échéances électorales avec un nouveau secrétaire général, Évariste Bochab, qui a rendu le tablier après 7 ans passés à la tête de ce parti. La mobilisation était tout azimut. Il suffit de voir ces images pour s'en rendre compte. Dans la salle, c'est un rappel des troupes que le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie vient de lancer à travers ce congrès extraordinaire ouvert jeudi à Kinshasa. Les représentants de la base venus de 26 nouvelles provinces de la RDC sont présents dans la capitale pour participer à ces assises, la dernière pour Évariste Bochab comme secrétaire général du PPRD. Et ce, avant d'aborder les autres points, l'élu de Moueka a rendu le tablier suite à l'incompatibilité de ses nouvelles fonctions au sein du gouvernement avec son poste de secrétaire général du parti. Son bilan est jugé positif par ses camarades. Le bilan est globalement positif. Et que ce soit au Parlement, quand vous voyez, nous avons la majorité relative dans la Chambre basse pendant les 2 mandats. Je pense que le bilan, dès le début, c'est comme quand un enfant apprend à marcher. Il y a des moments de difficultés, mais l'essentiel est de se mettre debout. Nous avons encore des petites difficultés, mais je crois que nous avançons bien. Bochab est arrivé, vous savez qu'en 2006, il y a eu des élections où le PPRD avait donné plus ou moins, je crois, 50 députés. Et aujourd'hui, avec son mandat, on est arrivé, avec la stratégie qu'on a mis en place, à avoir la majorité avec 150 députés. Cette annonce n'occulte cependant pas l'objectif de ce congrès qui est de réactiver le parti. Ce mini-congrès, justement, va servir à savoir d'où l'on vient, où nous sommes, pour envisager les perspectives d'avenir. Le successeur d'Évariste Bochab sera connu vendredi lors de la clôture de ce congrès extraordinaire. Allez, je vous invite à présent à faire un tour dans les airs avec la compagnie d'aviation Turkish Airlines qui poursuit sa conquête des airs pour se rendre davantage plus compétitif et mériter ainsi la confiance de tous ses passagers. Nos reporters se sont rendus au siège de ce géant d'aviation. Images et commentaires signés Julie Sefou. Accueil, formation, sécurité, ce sont les maîtres mots de Turkish Airlines. La 4e grande compagnie aérienne en Europe vaut sa puissance dans son organisation. Turkish, qui assure déjà 260 destinations à travers le monde, entend s'élargir et conquérir le monde davantage. Le recyclage, c'est l'affaire de tout Turkish Airlines. La compagnie y veille sans faille et à tous les niveaux du personnel. Le staff directeur qui dicte les stratégies